Ce matin, donc, je vais vous parler de chimie prébiotique. Alors j'ai appelé ça chimie prébiotique sur la Terre et ailleurs, parce que, alors de manière un petit peu forcément linéaire, on va parler de ce qu'on sait et de la manière dont on essaie d'approcher l'origine de la vie d'un point de vue chimique. Avec des expériences de laboratoire, des réflexions sur ce qui a pu se passer sur la Terre primitive, mais aussi on ira voir voilà, comment est-ce qu'on étudie la chimie ailleurs que sur la Terre, en quoi ce qui a pu se passer ailleurs que sur la Terre a pu influencer éventuellement l'émergence de la vie sur la Terre. Et bon, j'ai mis ce petit schéma que je fourre à peu près tout le temps à toutes les sauces, qui est probablement extrêmement faux, extrêmement incorrect, et qui même, de par sa représentation, et on le verra, et c'est vers là que je vais essayer d'aller, induit peut-être un raisonnement, un mode de pensée, et même des voies de recherche qui sont représentées ici et qui ne sont pas forcément la clé de la solution du problème qu'on se pose. Alors on va se concentrer essentiellement, parce que moi je fais de la chimie, et plutôt de la chimie avec des petites molécules qui sont bien loin de l'émergence de biomolécules et de la biochimie, et encore plus loin même de l'émergence de la vie. Mais voilà, je vais essayer de vous replacer ça dans le contexte, même un petit peu dans le contexte historique de l'histoire de l'étude de l'origine de la vie sur la Terre et ailleurs. Alors, c'est un cours de chimie, je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais fait beaucoup de chimie. Un de mes objectifs, ça sera de vous démontrer pourquoi ça, sans forcément rentrer dans les détails. C'est un article qui a été publié en 2009, a été vraiment quelque chose de très important dans la communauté des chimistes qui travaillent sur la chimie prébiotique, et en quoi justement ça a complètement changé la manière de travailler sur la question de la chimie prébiotique. Voilà, on va y aller tout doucement, et je vais essayer de ne pas assommer les non-chimistes de formules compliquées. Et je vous montrerai aussi que dans un cours de chimie, on peut parler de grosses voitures et de chevaux. Ça, on en parlera aussi à la fin. Alors, j'ai organisé mon cours en 4 grands chapitres, alors avec à chaque fois parfois des petites apartés, des petites digressions. Mais alors, on va démarrer très vite, parce que je pense que ce sont, pour 80% d'entre vous, des bases élémentaires que vous avez déjà vues, réentendues, répétées, mais peut-être pour certains qui n'ont pas fait de chimie depuis très très longtemps, ça peut valoir le coup de le revoir. Donc on va, voilà, ce que j'ai appelé les ingrédients chimiques dans une soupe prébiotique. En gros, quelles sont les molécules qu'on recherche, qu'on cherche à synthétiser, et qui titillent l'imagination des chimistes. Ensuite, on repartira un petit peu dans l'histoire, les grandes histoires en chimie prébiotique. J'essaierai de vous amener à toute la discussion autour de l'expérience de Miller, qu'on a déjà évoqué un petit peu cette semaine. Voilà, comment Miller et Urey ont eu cette idée, comment elle continue à évoluer, et suite à ça, on fera une discussion sur ce que j'appelle les sources endogènes et les sources exogènes de molécules prébiotiques, c'est-à-dire quelle est la part de la chimie qui a pu être initiée dans l'environnement primitif terrestre, selon des hypothèses concernant cet environnement primitif. Donc voilà, Hervé, Martin, en début de semaine, on a déjà parlé, Francis Albared aussi, on reviendra un petit peu là-dessus, et j'insisterai bien sûr un petit peu plus, je dis bien sûr parce que je travaille plutôt là-dessus, sur les apports exogènes. Donc voilà, qu'est-ce qui peut tomber du ciel? Alors bien sûr pas des organismes vivants, mais des molécules organiques. Est-ce qu'on sait de ça? Comment on l'étudie? Donc on reparlera de la mission Rosetta, et je parlerai un petit peu justement d'instrumentation à ce moment-là. Quels sont les instruments qui peuvent nous permettre d'aller voir quelles sont les molécules qui sont présentes dans les corps extraterrestres. Et après, donc la dernière partie, où on fera, j'aurais tendance à dire, vraiment de la chimie, un peu des grandes lignes de synthèse
chimiques, comment est-ce qu'on forme des acides aminés, des bases azotées, et puis comment est-ce qu'on va jusqu'à des structures qui peuvent ressemblent à des nucléotides. Et je m'arrêterai là parce que pour aller plus loin, c'est plutôt d'autres chimistes qui en parlent bien mieux que moi. Et typiquement, par exemple, Robert Pascal, qui vient régulièrement ici, dont vous pouvez trouver le cours en ligne, voilà, prend plutôt la suite de la chimie au stade où je m'arrête là. Donc voilà, on démarre sur les ingrédients chimiques. N'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite, parce que voilà, peut-être que je vais aller trop vite, parce que je pense, peut-être à tort, que c'est quelque chose que vous connaissez déjà bien. Alors, voilà, j'ai appelé ça démanteler le robot, parce que l'approche classique, c'est de se dire, voilà, on va regarder de quoi est fait le vivant sur Terre, et on va essayer de fabriquer toutes les pièces, à la limite une à une, et essayer de les réassembler. Donc le premier mouvement, c'est de regarder, voilà, de regarder les différentes pièces dont sont constitués tous les organismes vivants. Et alors, on pourrait en parler des heures, et certaines personnes bien mieux que moi, bien sûr. Une question qui est sous-jacente à tout ça, quand on cherche à recréer ou à imaginer comment est-ce que la vie est apparue chimiquement, c'est de savoir ce que c'est que la vie. Et alors, bon, il y a dans la documentation, vous avez pu voir, hein, Muriel a amené des livres entiers avec des définitions, des gens qui réfléchissent à ce que c'est que la vie. Et pour faire simple, moi j'aime beaucoup une définition qu'a proposée André Braque, qui est un des précurseurs de la chimie prébiotique et de l'exobiologie en France, hein, qui travaillait à Orléans et qui est maintenant à la retraite, mais qu'on voit encore souvent dans pas mal de réunions. Et donc André Braque, voilà, disait que la vie, c'est basé sur des petits robots qui font des copies d'eux-mêmes et qui sont capables d'évolution. Et donc l'évolution, c'est lors de cette copie, c'est de commettre des petites erreurs. Et bon, il a fait ce petit schéma. Alors, dans cette définition, il ne parle pas de carbone, il ne parle pas du solvant eau à l'état liquide. Il reste vraiment à un stade d'approche fonctionnelle. Qu'est-ce qu'il faut que la structure remplisse comme condition pour qu'on considère que c'est vivant? On peut en débattre, c'est peut-être trop simple, c'est peut-être déjà trop compliqué. Mais ça a le mérite d'être assez clair, en tout cas pour un chimiste comme moi. Et donc vous voyez ici, vous avez une structure qui est ce petit robot qui est dans un certain environnement, et avec les briques, les pièces qui sont dans cet environnement, il va créer une copie de lui-même. Et quand il crée une copie de lui-même, de temps en temps il fait une erreur, et dans un environnement donné, cette erreur peut être favorable, c'est-à-dire que là, il se retrouve avec deux bras, et avoir deux bras, c'est plus pratique pour construire une réplique de lui-même. Et en fait, on cherche, d'un point de vue chimique, à recréer un peu ce principe, c'est-à-dire à voir dans quelle mesure, chimiquement, spontanément, on peut arriver à la synthèse de molécules. Et donc, ça sera très probablement du carbone, ça sera très probablement dans de l'eau à l'état liquide, mais des molécules qui remplissent ces conditions. Je fais très simple. Hein, comme je l'ai dit, hein, donc tous les organismes vivants sont basés sur au moins une cellule. On l'a vu, mais chimiquement, une cellule, c'est diaboliquement compliqué quand on regarde de près, mais quand on regarde de loin, ça l'est un petit peu moins. Une cellule, c'est une organisation de longues chaînes de molécules organiques qu'on appelle des molécules amphiphiles. Et ces molécules amphiphiles sont des molécules qui ont d'un côté un pôle qui est polaire, et donc qui va avoir des facilités à se solubiliser dans l'eau à l'état liquide. Donc ça peut être une fonction acide carboxylique, une fonction ester, ce genre de fonction d'un côté de la molécule, et de l'autre côté des longues chaînes carbonées aliphatiques qui sont plutôt apolaires et qui aiment pas, enfin, elles n'ont pas d'avis sur la question, mais en gros, physico-chimiquement, elles évitent de se mélanger avec l'eau. Et quand on a des molécules, spontanément, elles vont former des bicouches, c'est-à-dire qu'elles vont s'organiser juste avec les lois physico-chimiques d'interaction électrostatique entre la molécule
et le solvant, ils vont s'organiser en double couche avec cette tête polaire d'un côté, les têtes apolaires qui vont se mettre ensemble, comme ça elles sont protégées, elles sont bien ensemble et voient très peu d'eau. Et assez facilement, on va avoir des structures qui peuvent sembler assez complexes, assez sophistiquées, qui sont des vésicules, c'est-à-dire une espèce de petites boules avec cette couche, cette bicouche qui peut s'apparenter à une membrane, et ça va s'organiser assez facilement. À l'intérieur de la cellule, on va retrouver tout le matériel biochimique dont vous avez déjà beaucoup entendu parler, c'est-à-dire la molécule d'ADN, la molécule d'ARN, le ribosome et les protéines qui sont formées à partir d'acides aminés. Et donc ces molécules, ADN, ARN, protéines, acides aminés, sont un peu les fils conducteurs quand on réfléchit à l'apparition de la vie. On va essayer de comprendre comment ces molécules ont pu être synthétisées, où, et ensuite comment est-ce qu'elles s'associent entre elles pour aboutir à ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc, une protéine, c'est trop compliqué pour un chimiste, mais il y a des gens qui travaillent dessus, mais sont des macromolécules qui sont... il y a des gens qui passent... il y a des vies entières, des carrières scientifiques, des gens qui se consacrent à comprendre leur structure, leur fonctionnement, comment est-ce qu'elles interagissent dans le vivant. D'un point de vue chimiste, on va plutôt constater qu'à la base, une protéine, c'est un enchaînement de molécules moins compliquées, qui sont reliées par des liaisons peptidiques que vous voyez ici entourées en bleu. Et ces petites molécules, ces petites briques, ce sont des acides aminés. Et les acides aminés sont des molécules là plutôt simples, puisque pour être considéré dans la nomenclature comme un acide aminé, il suffit, en tout cas ça suffit d'avoir une fonction acide carboxylique, CO2H ici, une fonction amide NH2 ici, et puis en gros n'importe quoi d'autre, un H ou pas, et un R qui est un autre n'importe quoi, n'importe quelle fonction chimique. Et on s'est rendu compte, en analysant la composition des protéines, que toutes les protéines sont en fait une combinaison de 20, à quelques exceptions près, 20 acides aminés différents qui sont les mêmes partout dans le vivant. Donc, je ne vais pas vous parler beaucoup de protéines ce matin, par contre, je vous parlerai souvent beaucoup d'acides aminés, parce que on ne peut pas imaginer former des protéines sans acides aminés. Et une des particularités, une des propriétés des molécules qu'on appelle des acides aminés, c'est ce qu'on appelle la chiralité. Alors, parfois, il y a certains ont des mauvais souvenirs des cours de licence sur la chiralité, parce qu'il faut un peu se triturer la tête pour se représenter la molécule dans l'espace. Mais c'est important pour le vivant. Et je vais y revenir, c'est-à-dire que l'acide aminé, donc, que je vous ai présenté ici, à partir du moment où un carbone, quand il est tétravalent, c'est-à-dire quand il n'y a aucune double liaison, s'entoure à quatre fonctions, 4 chaînes autour de lui. Et à partir du moment où ce carbone a 4 fonctions différentes autour de lui, on va dire qu'il est asymétrique, et il va y avoir des propriétés géométriques qui vont être différentes selon la manière dont les 4 liaisons sont organisées autour de lui. Il va avoir aussi des propriétés vis-à-vis de la lumière qui sont particulières. Et l'exemple classique qu'on évoque toujours, c'est les mains, nos 2 mains, elles ont la même formule chimique, c'est-à-dire une paume et 5 doigts. Mais à plat, ça marche, une paume et 5 doigts, mais si vous les regardez dans l'espace, vous ne pouvez pas les superposer. Sauf si vous arrachez un doigt et vous mettez le pouce de l'autre côté. Sans casser des liaisons, on ne peut pas les superposer. Elles sont par contre images l'une de l'autre dans un miroir. Et ici, vous avez représenté 2 configurations d'un acide aminé. Et vous voyez, c'est la même formule.
chimiques, hein, c'est un carbone avec une fonction acide, une amine, un CH3, un H. Les deux sont comme ça, mais sauf qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir, et vous ne pourrez jamais les superposer l'une avec l'autre. Et tous les acides aminés, alors la glycine, la question ne se pose pas, parce que la glycine a 2 H, donc il n'y a pas de carbone asymétrique, mais sinon tous les acides aminés sont asymétriques, et tous les acides aminés utilisés par le vivant ont une même configuration, la configuration L. Et on verra que, en termes de synthèse, souvent quand on réfléchit aux synthèses d'acides aminés, on a ce qu'on appelle un mélange racémique, c'est-à-dire 50% de l'un et 50% de l'autre. Et ça fait partie des questions qu'on se pose pour expliquer l'apparition de la vie sur la Terre. Alors, petite digression, première digression déjà. Souvent, on considère que la chiralité est un biomarqueur. C'est-à-dire, on entend souvent dire, si on a un excès énantiomérique qui est détecté à tel endroit, ça veut dire qu'il y a forcément eu de la vie. Et c'est doublement faux. D'une part, parce que si vous avez eu la vie quelque part, imaginons, la vie est apparue sur Mars, c'est l'hypothèse qui est décrite dans cet article, et puis elle conduit à une biochimie similaire à celle qu'il y a eu sur la Terre, et puis elle disparaît. Est-ce qu'on gardera encore à l'heure actuelle une trace de cet excès énantiomérique qui aurait été éventuellement présent dans une vie martienne il y a plusieurs milliards d'années? Et là, vous voyez en fait des constantes cinétiques qui indiquent la vitesse de racémisation, c'est-à-dire que vous partez avec, on va dire, 100% d'une configuration L. Alors là, dans ce cas-là, c'est, je ne sais plus quel acide est indiqué, je le trouve. Puis l'acide aspartique, ça doit être écrit quelque part, je ne trouve pas parce que je suis le nez dessus, voilà, l'acide aspartique. On part de 100%, et qu'est-ce qui se passe avec le temps? Vous voyez que, alors, en fonction de la température, de l'humidité de l'environnement, alors, dans certains cas de figure, effectivement, il faut 10 puissance 27 ans pour qu'on revienne vers quelque chose qui soit racémique, mais bon, quand on est dans des conditions un peu plus chaudes, un plus représentatives de l'environnement martien, et même à partir du moment où c'est humide, il faut seulement quelques millions d'années. Ici, on a un environnement plutôt humide, il faut 4 millions d'années pour que le temps de demi-vie, c'est-à-dire que la moitié se soit reconverti de L en D vers l'équilibre 50-50, et parfois il suffit de quelques centaines d'années pour que ça se racémisse. Donc c'est pas parce qu'on voit un mélange racémique que ça veut dire qu'il y avait... Alors, faut peut-être que c'est pas parce que c'est racémique qu'à un moment donné que ça l'a toujours été. Parce que ce n'est pas un état chimique stable, un excès énantiomérique n'est pas stable chimiquement. Et d'un autre côté, on peut créer des excès énantiomériques complètement de manière abiotique. Et ça, c'est une idée qui a été confirmée assez récemment par l'équipe de Louis Dandecourt à l'IAS à Orsay. C'est-à-dire qu'ils ont irradié des mélanges de glace, dont je reparlerai tout à l'heure, pour synthétiser des molécules organiques justement semblables à des acides aminés. Et ce que vous voyez ici, c'est que quand on irradie avec de la lumière polarisée, alors ça, ce sont des chromatos en deux dimensions, donc là vous voyez des pics, là c'est l'alanine, quand elle est irradiée avec de la lumière polarisée à gauche, quand elle est irradiée avec de la lumière polarisée à droite, et quand elle est irradiée avec une lumière non polarisée. Et là vous voyez qu'en fonction de la polarisation de la lumière, vous avez des excès. Pour l'alanine, un excès énantiomérique qui est généré du fait qu'il y a une chimie, une photochimie qui est induite par cette lumière polarisée qui va dévier l'équilibre d'un côté ou d'un autre. Et ça, c'est un scénario qui peut rendre compte d'excès énantiomériques qu'on observe dans certaines météorites pour des acides aminés, en invoquant la possibilité que certaines étoiles, alors ce n'est pas forcément notre Soleil, mais dans la nébuleuse
qui a précédé la formation de notre système solaire. Il peut y avoir une chimie qui a été induite par des étoiles qui émettent de la lumière polarisée. On l'observe dans l'infrarouge. Pour certaines étoiles, on ne l'observe pas dans l'UV, mais s'il y a une composante dans l'infrarouge, il y aurait forcément une composante dans l'UV. Et ce type de chimie générée par une lumière asymétrique voilà, peut s'expliquer sans la moindre intervention d'un système vivant. Donc les choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent, et il faut avoir ça en tête, hein. Donc la chiralité n'est pas du tout un biomarqueur. C'est intéressant de la rechercher, de comprendre d'où ça vient, mais il ne faut surtout pas partir dans l'idée que si on trouve un excès d'antiomérique quelque part sur Mars, ça voudra dire qu'il y a eu de la vie, et vice-versa. Hein. Si on ne trouve pas d'excès d'antiomérique, ça veut dire qu'il n'y a eu pas de vie, ça ne marche pas. C'est pas si simple. Bon, c'était la première digression. Deuxième grande catégorie de molécules biochimiques, bien sûr, c'est tout ce qui tourne autour de l'ADN et de l'ARN, alors qui sont voilà, des entités biochimiques extraordinaires et qui ont une complexité très grande. Mais pareil, quand on regarde du point de vue du chimiste, tout simplement, on se retrouve face à des briques qui composent les molécules d'ADN et d'ARN qui sont relativement restreintes. C'est-à-dire que là, vous avez voilà, la structure de l'ADN qui est représentée. Qu'est-ce qu'on voit? On voit alors les espèces de petits blocs bleus que vous voyez ici, qui sont répétés, qui sont toujours les mêmes, c'est la même formule chimique. C'est alors dans l'ADN le désoxyribose, dans l'ARN ça sera le ribose, donc qui sont des sucres, qui sont liés les uns aux autres par des petites molécules de phosphate, hein, que vous voyez ici. Donc à nouveau c'est le même constituant qui les lie les unes aux autres, et sur chacun des sucres vous avez ces petites molécules de couleurs, et vous voyez ici il y a 4 couleurs différentes, hein. Vous avez l'adénine, la guanine, la thymine, la cytosine, et dans l'ARN c'est les mêmes, sauf que le désoxyribose est remplacé par le ribose et la thymine est remplacée par l'uracile. Donc voilà, ça c'est ce que sont les nucléotides représentés avec des projections pour la configuration du sucre. Voilà, c'est les briques, ces nucléotides dont on essaye d'expliquer la formation. Donc pour faire simple, très simple, peut-être trop simple, mais il faut bien démarrer quelque part. On cherche, pour rendre compte du fonctionnement du vivant actuel, essentiellement à rendre compte de la formation d'acides aminés. On peut imaginer des centaines, des milliers de formules d'acides aminés. Le vivant en utilise 20, tous d'une même configuration. Et pour l'ADN et l'ARN, on a besoin de 2 sucres, le ribose, le désoxyribose, 5 bases azotées, adénine, guanine, etc. Et d'une membrane. Voilà. Et ça, ce sont les briques. Et pendant très longtemps, les chimistes ont essayé de se concentrer sur la synthèse de ces briques pour pouvoir les agencer ensuite, les relier les unes avec les autres. Et pendant longtemps, on le verra, ça a plutôt bien marché. On a fini par comprendre assez facilement comment forment les acides aminés, comment est-ce qu'on forme des sucres, comment est-ce qu'on forme des bases azotées. Mais la difficulté jaillit après. On a cherché à se dire, est-ce que pour que la vie apparaisse, il faut forcément les protéines et l'ADN, ARN. Et à partir des années 80, on a montré que la molécule d'ARN pouvait remplir à la fois les fonctions qu'on lui connaît, c'est-à-dire transmettre l'information génétique et éventuellement coder l'information génétique, et aussi à des propriétés catalytiques. Et donc, dans le fonctionnement biochimique actuel, hein, c'est l'ADN qui
stocke l'information, les protéines qui font tourner le métabolisme, et a émergé l'idée que toutes ces fonctions pouvaient être portées par la molécule d'ARN. Et c'est ce qu'on appelle le monde ARN, dont je ne parlerai pas trop, je l'évoque parce que c'est souvent, vous en entendrez souvent parler. Mais voilà, l'ARN, on le verra, c'est pas quelque chose qui... On peut croire que ça simplifie le problème, peut-être que ça s'est produit comme ça, mais ça ne résout pas, et loin de là, la question des origines. C'est bien compliqué de former de l'ARN. Donc, un petit résumé de ce que je viens de dire, afin de construire notre premier petit robot qui fonctionne sur le carbone, les molécules carbonées et l'eau, il faut rendre compte de la synthèse sur la Terre primitive ou de l'apport sur la Terre primitive dans des conditions prébiotiques, c'est-à-dire que c'est pas sorcier de former des nucléotides ou des acides aminés ou d'enchaîner des acides aminés quand on est à la paillasse avec un chimiste qui va faire les réactions étape après étape dans les conditions qui lui permettent d'avoir les bons rendements, de filtrer à un moment, de changer de solvant quand il faut changer de solvant. Ça, on sait faire là. On cherche à faire la chimie toute seule, qu'elle se fasse toute seule, sans intervention d'un chimiste. Donc il faut rendre compte justement de ces synthèses de longues chaînes organiques amphiphiles, d'acides aminés, de phosphates, de bases puriques et pyrimidiques, ce sont les bases azotées, et de sucre. Voilà. Mais même si on a ça, voilà, il faut le saut est comme conséquent, c'est-à-dire qu'on n'a que les briques. Et vous savez, alors ça c'est pas moi qui l'ai construit, je n'ai pas la patience de faire ça, ni mes filles, donc, mais voilà, vous savez très bien, vous imaginez bien que c'est pas en secouant la boîte de Lego que vous obtenez ça. Alors, c'est une analogie qui est complètement fausse parce qu'il n'y a pas d'affinité entre les briques de boîte de Lego, alors que la chimie, bien sûr, c'est pas que du hasard, il y a une réactivité qui va faire que des molécules vont interagir avec d'autres préférentiellement. Donc c'est pas aussi, ça suit pas exactement cette représentation, mais bon, en termes de difficulté, c'est à ça que s'attellent les chimistes qui réfléchissent sur ces questions. Alors, on y reviendra. On verra les voies de synthèse plus loin vers la fin. Et maintenant, en fait, je vais vous parler, plutôt, je pense que je considère comme peut-être le b.a.-ba de tous les gens qui font de l'exobiologie. Dont vous avez peut-être aussi déjà entendu parler, mais voilà, Oparin, Miller, on va en parler, et toutes les grandes étapes de réflexion et jalons qui ont pavé la recherche en chimie prébiotique jusqu'à maintenant. Alors, je ne démarre pas au grec de l'Antiquité, mais bon, je démarre au XVIIe siècle. Juste, alors en tout cas en Occident, pour montrer que c'est pas vrai de se dire de tout temps les hommes se sont interrogés sur les origines de la vie. Dans la pensée occidentale, en tout cas, pendant très longtemps, ça posait pas de problème, justement. On ne se posait pas la question des origines de la vie, puisque les choses étaient très simples. Il n'y avait aucune séparation entre le monde végétal et le monde minéral. Et il existait l'idée de la génération spontanée, qui résolvait toutes les questions. Il y avait même des expériences, comme cette expérience de Van Helmont, qui était c'était un alchimiste à l'époque. C'était un peu comme il y avait les astrologues qui étaient mi-scientifiques, mi-ésotériques, avant que l'astronomie se structure vraiment en science. Et pareil pour la chimie, il y avait tout un héritage ésotérique qui faisait que les chimistes faisaient de l'alchimie en même temps. Et donc Van Helmont avait fait une expérience et il a écrit au sujet de cette expérience, où il avait
pris des grandes amphores, et dans ces grandes amphores, il avait mis voilà, des vieux vêtements, des céréales séchées, et il a pris ce dispositif expérimental, il a mis au fond de son jardin dans une grange, il a recouvert ça avec des grosses couvertures, et il est revenu quelques jours après, et il a observé, voilà, ça. Il y avait des souris. Et donc, il en a déduit que les souris étaient apparues dans son dispositif expérimental. C'était la génération spontanée. Et alors ça nous fait sourire à l'heure actuelle, parce que bien sûr, on se dit, le terme technique, ça serait de dire que c'est de la contamination. Et on est toujours gêné partout, tout le temps, quand on fait des expériences par des problèmes de contamination. Mais pour lui, c'était plus naturel à l'époque de se dire que les souris étaient apparues spontanément dans son récipient que d'imaginer qu'elles étaient venues d'ailleurs. C'était ça. Et les scientifiques de l'époque, et c'était probablement pas le dernier des imbéciles, dans le contexte conceptuel et scientifique de l'époque, voilà, ça se valait, c'était même l'hypothèse privilégiée. Hein. Génération spontanée, les souris apparaissaient spontanément, donc réfléchir aux origines de la vie, c'était réglé. Hein. Donc on se posait pas la question. Bon, alors bien sûr, on s'est rendu compte que ce n'était pas les souris, mais vous verrez, il faudra quand même attendre beaucoup de temps après Van Helmont avant que l'idée de génération spontanée soit écartée. Tout le 19e siècle a été une période où on commence à isoler et caractériser la plupart des molécules dont j'ai déjà commencé à parler, hein, certains acides aminés, des acides gras, de l'ADN, guanine, thymine. Alors on ne sait pas encore à quoi ça sert. Hein, l'ADN, typiquement, c'est Watson et Crick en 1953 qui vont vraiment saisir l'importance de cette molécule. Mais en tout cas, ces molécules, on les observe, on les isole, on les caractérise, mais personne ne cherche à les synthétiser, parce que déjà, la question de l'origine de la vie ne se pose pas, et même les chimistes excluent la possibilité de pouvoir les synthétiser. Parce que derrière cette génération spontanée, il y a une espèce de concept qui s'appelle la force vitale, qui fait que les molécules organiques ne sont pas synthétisables autrement que par les organismes vivants. Donc un chimiste ne cherche pas à les synthétiser. Et donc voilà, toujours on est en plein milieu du 19e siècle, Berzelius, qui était à nouveau loin d'être le dernier, le plus mauvais des chimistes, hein, puisque c'est lui qui a réfléchi autour des concepts polymérisation, catalyse, il a découvert certains éléments, donc c'était l'un des meilleurs chimistes de son temps. En 1827, il dit, voilà, on ne peut pas combiner artificiellement les éléments de la matière inorganique à la manière de la nature vivante. Et c'est pour ça que la chimie organique s'appelle chimie organique. Enfin, ce terme est si insidieux, c'est-à-dire que organique, alors ça peut venir d'organiser, mais dans la pensée aussi, c'est la chimie des organismes, parce que c'est hérité de cette époque où les premières caractéristiques de molécules organiques sont liées uniquement au vivant, et on n'imagine pas pouvoir le faire, et même on ne cherche même pas à le faire, puisque c'est inconcevable. Et alors, bon, ça j'ai fait exprès de prendre des citations rapprochées, hein, donc 1827 et donc 1828. Donc Friedrich Wöhler est le premier à faire la première synthèse d'une molécule organique, sans le faire exprès, parce qu'il ne cherchait même pas. Il avait été à l'école avec, il avait été l'un des élèves de Berzelius, et à partir d'un sel de cyanate d'ammonium, qui était un sel assez courant, utilisé en laboratoire, il avait laissé prendre un peu l'humidité, il s'était rendu compte que c'était transformé, il a analysé ce qu'il avait, au lieu de le jeter à la poubelle et de recommencer, il a analysé, il a cherché à comprendre, et s'est rendu compte qu'il avait de l'urée. Et l'urée, on l'avait identifié, on savait que
c'était une molécule qui existait dans tous les organismes vivants. Et en fait, il écrira, oui, il avait réussi à faire de l'urée sans avoir besoin d'un rein animal, sans faire appel à la vie. Et c'est à partir de ce moment-là que la chimie organique est devenue, plus généralement, la chimie des molécules à base de carbone. Et après, vous voyez, alors, bien sûr, ça n'a pas été publié sur Internet un matin et tout le monde a été converti, mais voilà, c'était quand même quelque chose de fondateur et en quelques années, les choses vont changer considérablement. Et on reparlera, je prends des exemples dont on va reparler, mais par exemple Strecker, il n'était pas du tout dans l'idée de réfléchir à l'origine de la vie, mais Strecker, en 1850, donc quelques années après que Wöhler ait dit que voilà, ça vaut le coup de réfléchir aux synthèses organiques, c'est possible. Strecker arrive à faire un acide aminé. On reparlera de cette synthèse plus tard. Butlerov, en 1861, fait des sucres à partir de précurseurs très simples, le formaldéhyde, c'est ce qu'on appelle la réaction Formose. Donc, on quitte progressivement cette idée que la vie apparaît spontanément, on quitte progressivement l'idée que ça ne pose pas de problème et que justement, il est valide d'y réfléchir. Alors, on pourrait se demander pourquoi je parle de Darwin dans ce cours de chimie, mais il a joué indirectement, parce que dans l'origine des espèces, son livre de 1859, il ne parle pas du tout des aspects origines de la vie. Il parle de l'évolution, il essaye d'expliquer la diversité du vivant, mais d'une certaine manière, même s'il n'évoque pas l'origine de la vie dans son livre, ça permet de simplifier un peu le problème, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas, suite à son idée, on ne cherche plus à expliquer l'apparition des mammifères, des araignées et des mollusques, mais on se dit l'ancêtre de tous ces organismes était quelque chose qui était probablement plus simple, et après le jeu de l'évolution a conduit à la diversité du vivant qu'on connaît à l'heure actuelle. Alors j'ai pris exprès l'une des représentations les plus horribles des arbres du vivant, avec effectivement les mammifères, et on pourrait même mettre, il manque même l'homme au-dessus. Mais pour dire que voilà, on ne cherche plus à expliquer la souris, comme le sait Van Helmont, on cherche plutôt à comprendre l'origine de ce qu'on croyait être les plus primitifs de bactéries. Alors, petite digression. Quand on parle de ce qui est là, ici, à la racine de l'arbre du vivant, quand on a entendu parler, Céline l'a dit, de Lucas, qui est en fait l'ancêtre commun, Lucas n'est pas l'origine de la vie. Lucas n'est que l'ancêtre commun. Et alors j'aime beaucoup cette animation où vous voyez qu'effectivement il y a pu avoir un tas de voies de chimie avortée, et c'est plutôt ça dont on va discuter aujourd'hui, des choses qui convergent, et toute une diversité dans le vivant terrestre dont on n'a plus la trace à l'heure actuelle, et en fait l'approche phylogénétique qui remonte à Lucas nous amène là, et la chimie part là, mais peut-être qu'on suit des voies qui n'ont pas fonctionné. Donc voilà, c'était une petite digression. Il ne faut pas associer l'ancêtre commun à l'origine de la vie. Et Céline l'a dit, je réinsiste là-dessus. Ce sont des événements distincts et qui sont peut-être complètement décorrélés et très distants. Dans cette représentation, il y a tout un cheminement, peut-être des milliards d'années, entre l'origine de la vie et Lucas. Maintenant, quelques années après Darwin, donc Darwin
grossièrement, simplifie le problème. On ne cherche pas à expliquer l'apparition des souris et des éléphants, on cherche à expliquer l'apparition de premiers organismes plutôt rudimentaires, mais qui ensuite avaient la capacité d'évoluer. Et donc, comme à l'époque la génération spontanée existait toujours, enfin la théorie de la génération spontanée était encore très dominante dans les esprits, on pouvait se dire, voilà, ce n'est pas les souris qui apparaissent, ce sont des petites bactéries qui ensuite évoluent et la génération spontanée a lieu au stade, au niveau de bactéries. Et alors bon, vous connaissez tous Pasteur, par contre peut-être que vous ne connaissez pas ces travaux justement qui sont liés à la génération spontanée. Et en 1862, il a remporté un prix, parce que c'était vraiment quelque chose de très chaud dans la communauté scientifique, et l'Académie des sciences avait organisé un concours avec un prix, un concours scientifique, et qui récompenserait la personne qui solderait la question. Est-ce que la génération spontanée existe ou alors est-ce qu'elle n'existe pas et en fait, Pasteur a réussi à résoudre cette question en réalisant une expérience où il a, pour la première fois, réussi à stériliser proprement un dispositif expérimental, parce qu'en fait, les bactéries, on les observait partout, tout le temps, apparaître. On avait beau prendre toutes les précautions, parce qu'on n'avait jamais stérilisé complètement, et tout était contaminé. Difficile de stériliser une enceinte expérimentale. Et donc l'expérience qu'a fait Pasteur, c'est l'expérience qu'on appelle l'expérience du col des cygnes. Il avait pris plusieurs ballons, et dans ces ballons en verre, il avait mis de l'eau et puis un milieu nutritif, de l'eau avec du sucre ou des levures. Et il a ensuite façonné le col sous cette forme un peu incurvée, donc qu'il a appelé en forme de col de cygne. Et son milieu réactionnel, il l'a fait bouillir. Il l'a fait bouillir, il l'a donc stérilisé. Mais en fait, la particularité de son dispositif, c'est qu'en s'évaporant, l'eau stérile allait recondenser ici et former ici un bouchon, lui-même stérile. Donc il avait réussi parfaitement isoler son liquide, et il a constaté que rien ne se passait. Le liquide demeurait limpide, alors que s'il ne procédait pas à cette phase d'ébullition, même si c'est une ébullition sans incurver le col de cygne et que ainsi le milieu n'était pas complètement et proprement isolé, au bout de quelques heures, quelques jours, il voyait des bactéries se mettre à proliférer dans son enceinte. Alors il paraît qu'il y a toujours au musée, à l'Institut Pasteur, il y a un musée, il paraît, je n'ai jamais eu l'opportunité de les voir, qu'il y a toujours certains de ces ballons qui datent de cette époque, qui sont toujours limpides et qui prouvent que la vie n'apparaît pas comme ça, ex nihilo, avec une force vitale qu'on ne comprendrait pas. Et donc, voilà, ça pose vraiment le problème de l'origine hors du champ de la réflexion autour de la génération spontanée. Alors, j'ai dit tout à l'heure que Darwin n'avait pas parlé de l'origine de la vie dans son livre L'origine des espèces. Il évoque cependant dans une lettre qu'il a écrite en 1871, donc bien après la publication de son livre. Donc dans cette lettre, il parle de la petite mare chaude, le Warm Little Pond. Et dans cette lettre, en fait, il évoque, parle pas tant que vraiment directement de l'origine de la vie, mais il évoque l'idée qui est souvent évoquée, c'est si la vie apparaît une fois, pourquoi est-ce qu'elle ne continue pas à apparaître à l'heure actuelle ? Et voilà comment il traite cette question. Et vous verrez que dans cette lettre,
c'est un échange privé. Dans cette lettre, il y a l'essence de tout le reste des travaux qui ont ensuite été, menés au XXe et qu'on continue à mener encore à l'heure actuelle. Donc ça prouve qu'il avait quand même quelque chose, Darwin, hein, pour pouvoir avoir ces idées assez visionnaires. Hein. Il dit, on dit souvent que les conditions d'émergence des organismes vivants sont toujours présents. Donc voilà, la vie pourrait continuer à apparaître à l'heure actuelle, et ça a toujours été le cas. Et là, il dit, mais si, et what a big if, hein, si, et quel grand si, on pouvait concevoir dans quelques petites mares chaudes toutes sortes d'ammoniac, de sel phosphorique, de lumière, de chaleur, d'électricité et de carbone présents, qu'une protéine, parce qu'à l'époque, voilà, on connaissait les protéines, on n'avait pas encore conscience de l'importance de l'ADN, c'est pour ça que souvent on parle des acides aminés, des protéines, et toujours aujourd'hui. Un composé protéiné était formé de manière synthétique. Voilà. À partir du carbone, de lumière, de chaleur, on peut former spontanément, chimiquement, des composés, des protéines, et prêts à... Voilà, undergo still more complex changes. Donc voilà, c'est des molécules qui évoluent. À présent, ces composés, ces nouvelles générations de vie qui auraient lieu encore à l'heure actuelle, seraient instantanément dévorées et absorbées par le vivant actuel. Donc il a cette idée que si on met les éléments chimiques dans les bonnes conditions, alors pour lui c'est une petite mare chaude, la vie peut émerger spontanément. Alors, on est à la fin du 19e siècle, et on est face à une espèce de paradoxe. Il y a d'une part pas de génération spontanée, c'est ce que dit Pasteur. Darwin dit qu'il y a une origine commune à toutes les espèces, mais cette origine commune, si elle ne peut pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas de génération spontanée, on est un petit peu bloqué. Et c'est dans cette période justement qu'émerge ce qu'on appelle la théorie de la panspermie, c'est-à-dire l'idée que la vie ne serait pas apparue sur Terre, elle serait venue d'ailleurs. Ça n'explique pas d'où ni comment, mais on a beau jeu de répondre, elle existe, la vie existe. Je crois que c'est Arrhenius qui est un tenant de la panspermie, dit on ne se pose pas la question de savoir l'origine de l'énergie, donc pourquoi est-ce qu'on se poserait la question de l'origine de la vie? Elle existe partout dans l'univers. Bon. On peut répondre à ça que l'univers lui-même a une origine, hein, ça c'est à partir des années 1920 avec Hubble, le maître, s'appuyant sur la théorie de la relativité générale d'Einstein. On a entendu parler de ça cette semaine. Bon, si l'univers a une origine, la vie devrait quand même, elle aussi, avoir une origine. Mais voilà, cette théorie, on l'entend encore à l'heure actuelle. Elle est très prégnante chez certains. Et c'est vraiment un héritage même de très grands scientifiques, hein, qui ont véhiculé cette idée et qui pensaient. Donc Berzelius, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, Kelvin, von Helmholtz, Arrhenius, tous ces grands chercheurs du 19e siècle ne se posaient pas la question de l'origine de la vie et disaient elle vient d'ailleurs. Et plus récemment, Fred Hoyle a beaucoup, surtout dans la dernière partie de sa carrière. Donc Fred Hoyle, c'est quelqu'un qui a plutôt travaillé sur la nucléosynthèse, hein, qui est un grand physicien, un grand astrophysicien, un grand physicien stellaire, a vraiment défendu très âprement cette théorie de panspermie et a même combattu avec beaucoup de force et tout le poids de sa renommée des gens qui travaillaient sur l'astrochimie, la chimie ou la chimie prébiotique. Et donc, voilà, j'ai mis cet exemple parce que très souvent,
quand on est convaincu que la réponse à une solution, à un problème est de tel ordre, c'est-à-dire que la vie vient de l'espace, on est persuadé que c'est ça, après on va se rattacher à tout ce qu'on va trouver partout, on va le rattacher à cette théorie. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé par les gens qui défendent cette théorie. C'est une expérience qui n'a rien à voir avec l'origine de la vie. C'est la mise en évidence de la pression de radiation. Donc en 1906, l'expérience de Nichols et Hulse, vous avez une espèce de sablier qui est sous vide. Vous mettez un mélange de petites particules légères et de particules lourdes et vous faites couler ce mélange. Vous le soumettez à un puissant flux lumineux et vous voyez qu'effectivement les particules les plus légères sont déviées par la pression de radiation. Et cette expérience qui est fondamentale, qui est très importante, a été récupérée et réappropriée par les tenants de la panspermie pour dire, ben voilà, il y a c'est le vecteur qui permet aux spores, aux bactéries de se balader entre les étoiles, entre les planètes et de partir et de tomber sur Terre. Donc on ne cherche pas à comprendre l'origine de la vie, c'est même hors du champ du cadre de l'expérimentation scientifique, du raisonnement scientifique. Ça n'a pas de sens puisque ça existe depuis toujours, ça existe de tout temps. Et c'est très... voilà, on en rencontre encore quasiment tous les jours. Alors le terme, j'insiste un peu là-dessus parce que tout à l'heure je vous parlais d'apport de matière organique. Et je milite sur le fait qu'on ne confonde pas les deux et qu'on n'emploie pas les mêmes termes. La panspermie, c'est rattaché à l'idée que c'est de la vie qui vient d'ailleurs. Alors parfois on entend parler de panspermie chimique, mais je pense qu'il faut essayer faut bannir cette expression parce qu'elle est trop connotée. Il y a panspermie dedans et le mot panspermie est vraiment, c'est des spores, donc c'est de la vie qui apparaît. Donc c'est antinomique de dire panspermie chimique. Donc c'est pour ça que j'emploie le terme d'apport exogène de matière organique et pas de panspermie chimique. Et il faut vous aussi, quand vous avez l'occasion de le faire, corriger le tir et bien indiquer que c'est différent. Alors il y a des versions qu'on appelle plus soft. Alors panspermie, il y a la vie qui est apparue avec le Big Bang en même temps que l'énergie. Enfin, bon, je ne sais pas trop comment ça peut tenir la route. Et des versions un petit peu plus soft qui disent la vie n'est pas apparue sur la Terre. On ne comprend pas comment. Elle est apparue sur la Terre, mais il n'y a qu'à dire qu'elle est apparue sur Mars. Parce que Mars se refroidit plus vite, donc peut-être que la vie serait apparue sur Mars avant la Terre, et comme il y a des météorites qui peuvent transiter entre Mars et la Terre, et la vie est apparue sur Mars, et puis elle serait venue sur la Terre depuis Mars. Et c'est assez populaire. Parce que c'est vrai, il y a des bactéries qui survivent dans l'espace. Si elles sont protégées par des roches, c'est encore mieux. Mais voilà, on n'explique pas l'origine de la vie comme ça, en déplaçant simplement le problème. Et rien ne dit que la vie soit apparue sur Mars. Donc c'est un peu délicat, mais c'est assez fréquent d'entendre ça. Je dirais peut-être, mais ça ne change pas le problème de l'origine, de se poser la question. Ça n'empêche pas de se poser les questions de l'origine. Et il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il y en a sur Terre. Alors, on est dans cette lignée. Ce qu'avait imaginé Darwin dans sa lettre est resté dans le domaine de la sphère privée. Le premier écrit qui a vraiment fait avancer les choses et posé les concepts sur lesquels on travaille encore actuellement, c'est la publication de ce livre en 1924. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui lisent le russe. Non, mais c'est Oparine et ça s'appelle L'origine de la vie. Donc je le prononcerai pas. Jean-Pierre Bibring le ferait parfaitement, mais pas moi. Et donc en 1924, Oparine
publie cet ouvrage dans lequel en fait il essaye de faire un espèce de pont entre justement l'astrophysique, qui est une science émergente, la physique stellaire, et ce qu'on commence à imaginer de la chimie de l'environnement de la Terre, tout ce qu'on a découvert sur les protéines, et donc il extrapole en fait l'idée de l'évolution darwinienne au stade chimique, c'est-à-dire qu'à partir de constituants relativement simples, avant même que la vie n'existe, avant même que l'évolution darwinienne se mette en place, au stade chimique, c'est quelque chose qui existe déjà. Et alors, il le met, on y reviendra tout à l'heure, il a fait deux versions, deux publications avec des modifications importantes. Entre les deux, en 1924, il considère que l'atmosphère primitive de la Terre est plutôt un environnement neutre ou oxydé. Et en 1938, une deuxième édition qui est beaucoup plus conséquente, où il considère plutôt à ce moment-là que l'environnement de la Terre est réduit. Et donc voilà ce qui... Alors je ne l'ai pas lu en russe, hein, je ne sais pas s'il est traduit en français, mais bon, on le trouve facilement en anglais. Et voilà en fait un extrait de ça. Donc ça c'est la version de 1938. Il dit tout d'abord on trouve que le carbone est dispersé sous forme d'atomes dans les atmosphères des étoiles géantes rouges. Et c'est vrai qu'on commençait à observer qu'il y avait du carbone qui était les géantes rouges dispersent du carbone dans leur dernière phase de vie. Ensuite ce carbone on le trouve en tant que composant d'hydrocarbures qui apparaissent à la surface de la Terre. Donc c'est le même carbone qu'on retrouve, ce carbone qui est synthétisé par nucléosynthèse dans les étoiles, qui est dispersé, c'est ce même carbone qu'on retrouve dans l'environnement terrestre, mais qui a pu être sous forme de carbone isolé, mais qu'on va retrouver sous forme d'hydrocarbures. Et dans les eaux des océans primitifs terrestres, ces substances forment des composés plus complexes. Voilà, ils évoluent, ils réagissent. Des protéines et des substances similaires apparaissent. On a toujours cet ancrage sur la protéine parce que, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est la protéine qui compte parce qu'on n'a pas encore compris ce qu'était l'ADN. Elles acquièrent des structures plus complexes, améliorées, et sont finalement transformées en organismes vivants primaires, les ancêtres de toute la vie terrestre. Donc, c'est un peu plus élaboré que ce qu'a écrit Darwin, mais ça a le mérite d'être publié, traduit, et en fait, Oparin n'avait pas la capacité de tester expérimentalement. C'est-à-dire qu'il a sorti cette idée de son esprit, en liant justement différentes choses qu'on commençait à connaître dans différents champs scientifiques. Il n'a pas testé expérimentalement. Et il faut attendre les années 1950, 1953 pour que Stanley Miller, qui était en thèse avec Urey, mais c'est lui qui a signé tout seul cette publication parce que Urey lui a dit si je suis co-auteur, on retiendra que moi. Donc il a fait ce beau cadeau à Miller, mais en plus, je pense que c'est justifié parce que, d'après ce que j'ai compris, vraiment Miller a insisté auprès de son directeur de thèse pour faire ce test expérimental, donc il avait toute légitimité à être vraiment mis en avant dans cette publication. Et donc, l'idée, c'était de simuler l'environnement primitif terrestre et en quelque sorte tester cette hypothèse sur le papier, cette hypothèse d'Oparin. Alors, l'environnement primitif terrestre, il peut avoir différentes natures. Alors bon, les océans, c'est de l'eau, alors plus ou moins chaud, en fonction d'hypothèses ou de mesures qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Mais sur la composition de l'atmosphère primitive, il y a vraiment des choix qui sont vraiment majeurs et qui peuvent tout changer et changer le résultat. Et donc, je reparlerai plus tard dans la matinée de différents types d'atmosphères. Et donc, on les classe en gros en trois catégories: des atmosphères réduites, neutres
ou oxydée. Et vous entendrez parfois parler de réductrice, oxydante, parce que de toute façon une atmosphère réduite, si elle est réduite, si vous mettez quelque chose d'oxydé, il va être réduit, donc ça va être une atmosphère qui est réductrice, et une atmosphère oxydée va être oxydante. Donc c'est synonyme, hein. Vous vous tracassez pas si vous voyez les termes employés, ou même si moi je dis parfois réductrice ou réduite. Et donc les atmosphères réduites, c'est plutôt des atmosphères où le carbone est entouré d'hydrogène, méthane, pour faire simple. L'azote est entouré d'hydrogène aussi, l'ammoniac. L'oxygène est entouré d'hydrogène, H2O. Et l'hydrogène est aussi associé avec lui-même le dihydrogène. Et bon, vous avez des variations. Parfois, on retrouve le carbone sous forme de CO2, mais on garde une quantité assez conséquente de dihydrogène. Les atmosphères neutres sont des atmosphères où on n'a plus de dihydrogène, ou très peu. Et on a le carbone sous forme de CO2, l'azote plutôt sous forme de N2. Et l'atmosphère oxydée, c'est plutôt des atmosphères comme celles qu'on connaît sur Terre, avec une grande quantité de dioxygène. Et Miller choisit de partir d'une atmosphère réduite. Et il n'a pas fait ça au hasard, bien sûr. Et je vous expliquerai ça tout à l'heure. Alors voilà Stanley Miller, qui est décédé il y a quelques années, mais qui est considéré vraiment comme l'un des pionniers de... Alors, je ne sais pas si c'est pas de l'exobiologie en 1953, parce que le terme n'existait pas, mais voilà, c'était l'un des pionniers de la chimie prébiotique. Pourquoi ? Parce que, en simulant l'atmosphère, l'environnement terrestre primitif, en laboratoire, il a mis en interaction un océan. Donc il y avait un ballon avec de l'eau chaude, parce qu'on considérait que les océans primitifs étaient plus chauds qu'à l'heure actuelle, ce qui est vrai d'ailleurs. De combien plus chaud, c'est encore débattu, mais en tout cas ils étaient plus chauds qu'à l'heure actuelle. Et en plus, cinétiquement, c'est plus intéressant de chauffer parce qu'on va plus vite et donc on accélère la chimie. Et donc cet océan est en interaction avec une atmosphère qui est dans un second ballon. Et cette atmosphère, donc CH4NH3H2OH2, est soumise à un apport d'énergie, parce que si vous mélangez ces quatre constituants, il ne se passe rien si vous apportez de l'énergie. Cette énergie, ça peut être soit des photons qui proviennent du soleil, mais en 1953, avoir une lampe UV qui est suffisante pour dissocier le méthane, c'était assez compliqué. Donc il est parti de décharges électriques qui simulent en fait les éclairs des orages. Et il n'y a pas besoin de vie pour qu'il y ait des orages, donc sur la Terre primitive, il pouvait y avoir ce type de dépôt d'énergie. Et donc voilà, donc ça c'est le jour zéro. Donc vous voyez, si vous n'apportez pas d'énergie, il ne se passe rien. Hein, ça ne réagit pas spontanément. Mais si vous démarrez l'expérience, vous voyez très rapidement, hein, en quelques heures, hein, c'est vraiment quelque chose qui est très rapide, mais bon, l'expérience qu'il rapporte dans sa publication, c'est 7 jours. Et vous voyez tout de suite les parois du ballon où a lieu la décharge électrique, ces parois se couvrent d'une espèce de mélasse sombre qui va dégouliner dans la phase aqueuse et qui va barboter dans les océans, cet océan de laboratoire. Donc il se passe quelque chose. Cette mélasse, c'est du carbone, hein, c'est de la matière organique qui va se conduire à des structures tellement grosses que ça va solidifier, ça va se tapisser les parois et tomber dans l'eau. Et ce qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, c'est cette publication, donc 1953 dans Science, c'est qu'il a prélevé un échantillon de son ballon, hein, de l'eau, et il a fait une chromatographie. Alors à l'époque, la chromato, c'était simple. Certains d'entre vous en savent quelque chose, c'est pas de la de gaz ou de la HPLC, c'était de la chromatopapier. Donc vous avez peut-être fait ça en terminale ou en première, on fait encore ça, c'est juste une petite feuille de papier, alors parfois un petit gel de silice pour faire un peu plus évoluer, et en trempant dans un solvant, on voit les composés qui sont
extraits de cette mélasse organique qui vont migrer, et donc avec des temps de rétention qui sont caractéristiques de la composition des molécules. Et vous voyez, glycine, acide aspartique, alanine, alpha-alanine, bêta-alanine, acide aminobutyrique, et puis là, les 2 tâches A et B des composés qu'il n'avait pas identifiés à l'époque. Donc c'était vraiment un coup de tonnerre en 1953. Et il a fait sa publication dans Nature, et après, le monde entier, la presse du monde entier s'en est emparée, et pour dire, ben voilà, on a compris l'origine de la vie sur la Terre, parce qu'à partir de l'atmosphère primitive terrestre, de composés comme le méthane, l'ammoniac, l'eau, des composés tout simples, on arrive spontanément, sans un chimiste qui va régler les paramètres expérimentaux et diriger les réactions, on arrive spontanément à former des acides aminés. Watson et Crick, cette publication, c'est aussi 1953. C'est une année qui a été très riche en termes de découvertes importantes dans le domaine de la vie. Et donc, voilà, on était encore dans ce paradigme protéines-acides aminés, et donc on avait des acides aminés, et il ne fait aucun doute que, une fois qu'on avait des acides aminés, on formait les protéines et que le tour était joué. Donc vous voyez beaucoup de commentaires, de journaux, de journaux grand public même à l'époque, qui disent les scientifiques ont compris les origines de la vie. Compris les origines des acides aminés peut-être, mais on le verra, on est loin d'avoir compris les origines de la vie. Alors, pourquoi est-ce que Miller avait pris cette composition d'atmosphère réduite? Pas parce que c'était ce qu'il avait sous la main, c'était bien sûr le fruit d'une réflexion, et cette réflexion s'appuyait sur des observations et des hypothèses. Alors les observations, c'est que ces composés étaient observés dans l'atmosphère des planètes géantes. Jupiter, essentiellement, c'était là qu'on avait le plus de données dans les années 30. Donc ça existait dans l'atmosphère des autres planètes. On pensait à l'époque que toutes les planètes avaient formé leur atmosphère par capture gravitationnelle du gaz de la nébuleuse. On a vu que ce n'était pas le cas avec Aurélien et même avec Francis en début de semaine, mais voilà, on est dans les années 50, on est dans ce cadre où on pense que c'est ce qui se passe. Derrière ça, on se dit que les planètes géantes, comme elles sont loin du Soleil, elles ont moins évolué, en tout cas évolué moins vite que leur atmosphère ont évolué moins vite que l'atmosphère des planètes telluriques. Donc elles ont conservé leur composition originelle, et on arrive donc à cette équation. La composition actuelle de l'atmosphère des planètes géantes, c'est la composition primitive de l'atmosphère terrestre. Donc c'est un raisonnement qui se tient, et en tout cas dans les années 50, qui était le meilleur qu'on pouvait mener. Alors bien sûr, il y a un mais, sinon je ne m'étendrai pas là-dessus. On l'a vu plus tôt dans la semaine, pour qu'un objet capture le gaz autour de lui, il faut qu'il ait une certaine masse. Aurélien en a parlé en début de semaine, c'est autour de 10 fois la masse terrestre. À partir de 10 fois la masse terrestre, on a une gravité qui est suffisante pour capturer le gaz de la nébuleuse solaire. Donc les planètes telluriques n'ont pas pu capturer ce gaz. Et donc les planètes telluriques, comme la Terre, Vénus et Mars, ont une atmosphère qui est dite plutôt secondaire et qui est issue du dégazage du manteau, et aussi de l'apport de composés volatiles via des météorites ou des comètes. Ça aussi, on a entendu parler. Et à partir des années, je dirais 70-80, le modèle qui domine, ça va être essentiellement que l'atmosphère primitive de la Terre était dominée par du CO2 et du N2, donc plutôt une forme neutre. Donc ça fait... ça a remis en question cette idée que tout était simple, c'est-à-dire que voilà, sur Terre, il y avait toutes les conditions idéales pour initier une chimie assez sophistiquée. On va voir qu'il faut bien sûr nuancer ça, tout n'est pas blanc ou noir, mais ça
forcer les chimistes à réfléchir à d'autres possibilités. Hein, parce que cette atmosphère primitive choisie par Miller et Urey n'était pas forcément représentative de l'atmosphère primitive terrestre. Alors, si elle n'est pas représentative de l'atmosphère primitive terrestre, où est-ce qu'on peut former nos autres molécules et comment? Donc, on va regarder un petit peu, justement, faire un inventaire de ces sources endogènes. Donc, on va reparler un petit peu des atmosphères, de synthèse au fond des océans et de sources exogènes, apport de molécules prébiotiques. Donc ça va être vraiment la plus grosse partie de cette matinée. Donc on va regarder, je viens de le dire, hein, ce qui peut se passer dans les atmosphères, au fond des océans et les apports extraterrestres. Alors voilà, un tableau comme je les aime, bien compliqué, avec plein de cases et plein de choses dans les cases. Alors ce tableau, en fait, il illustre ce qui s'est passé depuis l'expérience de Miller, parce que bien sûr, on ne s'est pas contenté de faire une expérience avec juste CH4NH3, H2, H2O. On a varié les sources d'énergie. Donc vous voyez, vous avez les sources d'énergie par décharge électrique et les sources d'énergie par photolyse, c'est-à-dire qu'on envoie du rayonnement UV. Alors, voir tout le détail de ce qu'il y a dans toutes les cases, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la tendance. C'est-à-dire que quand on est là-haut, dans les atmosphères réduites, comme celle qui est basée sur le modèle atmosphère-planète géante, celle qui a initié, sur lesquelles s'est basé Miller pour faire son expérience, quand on fait une décharge électrique ou une photolyse dans ce type d'atmosphère, on obtient énormément de composés, énormément de constituants, des hydrocarbures, des nitriles, dont HCN, on reparlera beaucoup de HCN, des acides carboxyliques, du formaldéhyde, on en reparlera aussi, et d'autres aldéhydes, et à peu près toutes les fonctions chimiques, cétone, alcool, et tout n'est pas indiqué ici. Quand on fait de la photolyse, c'est à peu près la même chose. Bon, il y a des petites nuances, mais en gros, on retrouve à peu près la même diversité, la même abondance de produits qui sont synthétisés. Alors, dans les cases, vous verrez, parfois j'écris solide et je mets acide aminé et hétérocycle azoté, base azotée, c'est pareil. En général, ce n'est pas directement le solide qu'on analyse. Il y a une phase solide qui est formée, et cette phase solide, une fois qu'elle a été hydrolysée, une fois qu'elle a été dans l'eau, c'est par exemple ce qu'a fait Stanley Miller, il a fait sa mélasse organique, je vais l'appeler mélasse, et barbote pendant plusieurs jours dans une phase liquide, donc c'est une hydrolyse, hein, pas forcément très acide, très basique, mais ça reste, c'est dans l'eau, ça reste une hydrolyse. Et ces solides, quand ils baignent dans une phase liquide, vont relarguer des acides aminés et éventuellement des bases azotées. Donc on a ces briques que j'évoquais tout à l'heure. Quand on va dans un petit peu moins réduit, hein, c'est-à-dire que là vous voyez on substitue l'ammoniac, donc l'azote il n'est plus entouré d'hydrogène mais il est tout seul avec un autre azote, on a de l'azote moléculaire, donc ça c'est plutôt une atmosphère représentative de ce qu'il y a sur Titan, ou éventuellement l'atmosphère de Triton, qui est un petit satellite le plus gros satellite de Neptune. On a aussi le même type de résultats, avec des rendements un petit peu plus faibles, mais ça reste assez conséquent. Quand on remplace le méthane, par contre, par du carbone plus oxydé, CO, on a moins de choses. Alors on retrouve HCN, des composés organiques oxygénés, des acides aminés, mais on va le voir, moins diversifiés avec des rendements beaucoup plus faibles. Quand on part dans des systèmes où on n'a plus de méthane ni d'ammoniac, mais il nous reste un petit peu d'hydrogène. Donc ça peut être un modèle représentatif de la Terre primitive. On a
on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien, mais à nouveau, moins de diversité, des rendements de synthèse beaucoup plus faibles. Et quand on est en milieu où il n'y a plus d'hydrogène, donc vraiment neutre à ce moment-là, ou éventuellement un petit peu oxydé, ça ne change pas grand-chose, à ce moment-là, il ne se passe rien si on ne rajoute pas, on n'ajuste pas un peu le système pour que ça marche. Donc si le milieu n'est pas tamponné, je vais parler de ça tout de suite. Et donc ce qui est, en tout cas pour la Terre globale, il peut y avoir des régions, des sources hydrothermales, du volcanisme, des régions où on va avoir des éjections de méthane, d'hydrogène, où il peut se passer des choses, mais de manière globale, on imagine que la Terre primitive était plutôt dominée par ce type d'atmosphère. Alors, je tente de parler de ça. Alors, il y a quelques années, je me suis rendu compte que j'avais fait de l'exobiologie sans le savoir quand j'étais en licence de chimie. Parce que j'ai retrouvé un exercice que j'avais fait en thermodynamique chimique. Et l'exercice que j'avais fait, je ne me préoccupais pas du tout, je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui faisaient de la chimie prébiotique ou de l'exobiologie. Donc voilà, l'exercice était le suivant. Les enthalpies libres standards de formation, on nous donnait le CO2, H2O, CH4, voilà, ces différents constitués, ces données dans l'énoncé. Et on nous disait l'obtention de molécules organiques telles que le méthanol, le formaldéhyde, l'acide formique ou encore l'alanine n'est pas possible par réaction directe entre éléments, mais on peut envisager de les former à partir de l'un ou l'autre des milieux suivants. Donc vous voyez, c'est rigolo. On a un environnement qui est réduit et un environnement qui est plutôt qui est oxydé. Voilà. Donc c'était dans le problème. Et on nous demandait de calculer les enthalpies libres standards des réactions de synthèse du méthanol, du formaldéhyde, de l'acide formique à partir de l'un ou l'autre des milieux, et même question pour l'alanine. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait de thermo depuis longtemps ou qui n'en ont jamais fait, quand on fait de la chimie, quand on parle d'enthalpie libre, c'est lié aux équilibres et à la manière dont les équilibres sont déplacés, soit vers la gauche, soit vers la droite. Et pour faire simple, il y a une relation qui lie cette enthalpie libre à la constante d'équilibre, delta G égale moins RT log de K. Et si l'enthalpie libre est négative, c'est-à-dire que la réaction est déplacée vers la droite, et si l'enthalpie libre est positive, c'est plutôt que l'équilibre est déplacé vers la gauche. Voilà. Et donc on fait ces calculs, voilà, pour former le formaldéhyde, CO2 plus H2O. On fait le bilan, enfin c'est pas très très compliqué, c'est des additions et des soustractions, et on obtient, alors je vais rester là, on obtient que quand on est dans un environnement oxydé pour former le formaldéhyde, c'est 527 kJ par mol pour cette réaction. Et quand on est dans un environnement plutôt réduit, on est plutôt autour de 200 kJ par mol. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est très déplacé vers la droite et l'autre déplacé vers la gauche, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est thermodynamiquement plus facile de former le formaldéhyde quand on est dans un environnement réduit que oxydé. Et pareil pour l'alanine, vous voyez, là on voit qu'il y a quand même une différence beaucoup plus significative. Là c'est une réaction qui va être, j'aurais dû faire une double flèche, mais qui va être vraiment rester de ce côté-là. Il y aura très très peu d'alanine formée, alors que là c'est pareil, c'est pas complètement favorable, mais c'est, disons, moins défavorable. Et donc la thermodynamique elle-même explique par des raisonnements assez simples que c'est plus simple de former ces molécules à partir d'environnements réduits. Voilà. Donc il est moins difficile de former des molécules en milieu réducteur qu'en milieu oxydant. Et je me rappelle que le prof qui nous avait corrigé l'exercice a dit, donc vous voyez, c'est comme ça que ça s'est passé sur Terre. L'atmosphère de la Terre primitive était réduite et voilà, les premiers acides aminés ont été formés comme ça. Bon. Alors je vous rassure, j'ai pas fait ça en 1953. C'était plus tard, mais c'est quelque chose qui est, de toute façon, quand on travaille pas dans le domaine,
suivre toutes les évolutions, les controverses, les effets de balancier entre c'était réduit et puis non, finalement c'était plutôt oxydé et vice-versa. C'est assez dur à suivre. Mais bon, ça ne suffit pas, bien sûr, parce que l'atmosphère, la chimie atmosphérique, c'est rarement un équilibre thermodynamique, et c'est souvent plutôt des équilibres cinétiques. Mais c'est une manière de voir de loin la situation et d'avoir des éléments de compréhension de pourquoi c'est pas pareil dans un environnement neutre ou oxydé ou réduit. Et alors ça, c'est illustré par ce graphe. Alors, je vais prendre le temps de l'expliquer, qui vous donne en fait des rendements de formation d'acides aminés en fonction du mélange initial. Alors, vous voyez ici que on va regarder ces trois graphes, les uns après les autres. Vous voyez au passage, c'est des travaux toujours Miller a continué toute sa carrière à travailler sur ces questions. Et donc vous voyez ici, si on part, c'est le mélange de Miller, CH4, H2, N2, NH3. Et ce mélange de Miller, et ici vous avez le rapport H2 sur CH4, ça veut dire que vous rajoutez du H2. Et donc là, vous voyez que plus vous rajoutez, vous partez avec des rendements qui sont assez élevés de formation d'acides aminés, et au final, rajouter de l'hydrogène, ça va plutôt diminuer votre rendement si vous mettez trop d'hydrogène. Là, on a N2 à la place de NH3, et vous voyez, vous partez quand même déjà avec des rendements qui sont qui sont de l'ordre de quelques pourcents, et avec un petit peu, vous augmentez la quantité de H2, et voilà, et vous rejoignez un peu le rendement que vous aviez si vous aviez du NH3. Donc, quand on est dans ce type d'environnement, quelles que soient les conditions, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, vous voyez ici, là, sur ce graphe, on a remplacé le méthane par du CO. Alors, ici, on a toujours du NH3. Ici, par contre, on a du N2. Et vous voyez que si vous avez peu d'hydrogène, ça marche beaucoup moins. Alors, encore un peu si vous avez du NH3, mais si vous n'avez plus de NH3, vous partez à quelques ordres, c'est une échelle logarithmique, donc c'est plusieurs ordres de grandeur en dessous. Donc les rendements sont beaucoup plus faibles. Et là, si on part avec du CO2 et non plus du CO et du CH4, et pire encore du N2 et puis de NH3, vous voyez que là, si vous n'avez pas beaucoup d'hydrogène, vous avez des facteurs 100, 1000, 10 000 en dessous en rendement de synthèse. Donc la composition initiale a un rôle vraiment prépondérant et majeur dans ces synthèses. Et il y a aussi les rendements, mais aussi la diversité. Là, vous avez beaucoup de diversité en termes de synthèse d'acides aminés. Et là, c'est plutôt la glycine essentiellement qui prédomine dans ces synthèses. Un petit peu d'alanine, mais vous avez beaucoup moins. Donc, vous faites des choses dans certaines conditions, mais c'est beaucoup plus sensible aux conditions, à la quantité d'hydrogène, essentiellement. Voilà. Alors, l'une des dernières publications vraiment intéressantes qui est dérivée de cette expérience de 1953, donc vous voyez, c'est 2008. Donc, et alors, Miller est mort en 2007, donc ça a été une publication, il a contribué au manip, il a travaillé vraiment jusqu'au bout, et il a publié à titre posthume, c'est Jim Cleaves qui est le premier auteur. Et donc ça s'appelle, on revoit les synthèses organiques dans les atmosphères planétaires neutres. Et en fait, ce qu'ils ont constaté, c'est que dans les premières expériences de Miller, en fait, le milieu n'était pas du tout contrôlé. Et d'ailleurs, ils ne mesuraient pas, rien que le pH de l'océan primitif, il n'était pas mesuré. Et donc, ils ont refait ce travail et se sont rendus compte que si le milieu n'était pas tamponné, on acidifiait très rapidement le pH de l'océan. C'est-à-dire que quand on
quand on fait des expériences alors, dans une atmosphère neutre, très rapidement, on va former plutôt des acides carboxyliques, et on va acidifier l'océan. Et alors, ils ont eu l'idée de le tamponner. Alors, bon, la table est un petit peu compliquée, je vais essayer de vous guider là-dessus. Donc ça, ce sont les contrôles. Alors, le tampon, c'est du bicarbonate, du CO3 de moins. Et donc, vous avez les expériences, ce sont les contrôles. Donc, ils ont fait pas de décharge avec du CO2 et du N2. Bon, il ne se passe rien, il n'y a pas d'acides aminés qui sont détectés. Et là, en fait, si on ne met pas de tampon, on a un rendement qui est très faible en acides aminés. Si on tamponne le milieu, on gagne déjà un facteur 10. Donc, c'est l'une des premières constatations qu'ils ont faites. Alors là, on repart avec du NH3, du méthane, quelque chose qui est oxydé, je ne parlerai pas de ces dernières lignes. Et la deuxième constatation qu'ils ont faite, c'est que si en plus on forme en fait des oxydants qui vont perturber aussi les synthèses qui vont vers les acides aminés, et si on rajoute en plus alors l'ascorbate qui est un antioxydant, vous retrouvez en fait des rendements de synthèse qui sont de l'ordre du pourcent ou de quelques pourcents, et ce rendement est équivalent aux synthèses initiales quand on a CH4, NH3, bon, là du N2, mais de l'expérience initiale. Donc quand on ajuste, c'est pas correct de dire quand on a du CO2 et du N2, il ne se passe rien. Mais si on ajuste un petit peu, alors dans quelle mesure on a le droit d'ajuster? Alors après, est-ce que les océans primitifs étaient tamponnés? Il est légitime de penser qu'il y avait des carbonates. Pourquoi pas? Des antioxydants, ça peut être peut-être l'ascorbate, peut-être pas, mais ça peut être du fer de plus qui peut jouer ce rôle. En fait, un antioxydant, c'est pas magique. Il ne va pas empêcher l'oxydation, c'est lui qui va prendre à la place des autres. C'est lui qui va être oxydé plutôt que les autres, et ça peut permettre à la chimie de se dérouler de manière plus efficace. Typiquement, la chimie du HCN est une chimie qu'on estime être très importante pour la synthèse d'acides aminés, par exemple. Et souvent, cette chimie est initiée par la réaction de HCN sur lui-même, mais l'acide HCN sur CN-. Et le pKa est autour de 9. Et donc, si vous êtes à 7, vous avez encore un petit peu de CN- qui se balade et vous pouvez avoir des réactions. Mais par contre, quand vous êtes à 3, vous n'avez plus que du HCN et vous ne pouvez plus initier ces réactions de condensation de HCN sur lui-même. Et donc, vous court-circuitez la chimie aux étapes initiales parce que vous êtes en condition acide. Voilà, et là, bon, c'est de manière plus visuelle. Si on est en milieu non tamponné, voilà ce qui se passe. Alors, à gauche, c'est sans antioxydants. À droite, c'est avec antioxydants. Et là, on voit que si on est en milieu tamponné, alors sans antioxydants, c'est un peu mieux, mais là, ça ne se voit pas sur ces échelles. Et avec les antioxydants, si vous avez les deux, vous voyez, vous avez des rendements qui montent bien plus. On va faire une pause là. On va rester, oui, je vais m'arrêter là. Je continuerai sur les atmosphères et je parlerai un petit peu de Titan par la suite, mais voilà, on fait un break. Voilà.